Ce que je m'apprête à dire n'est pas de la spéculation, ce n'est pas un commentaire partisan déguisé en analyse. C'est une rupture documentée et confirmée au cœur même du commandement militaire américain, et cela devrait inquiéter tout citoyen sérieux, peu importe son affiliation politique. L'armée des États-Unis, pendant une opération de sauvetage en zone de combat sur le territoire iranien, a délibérément exclu le président des États-Unis de la salle de crise. Non pas parce qu'il n'avait pas l'autorité constitutionnelle d'y être, non pas parce que la loi l'exigeait, mais parce que ses propres généraux, des hommes assermentés pour servir sous son commandement, ont conclu que sa présence représentait une menace directe pour le succès de la mission et la survie de soldats américains. C'est un jalon remarquable pour une présidence, devenir la première variable que les planificateurs de mission ont dû contenir avant même de contenir le champ de bataille. Maintenant, laissez-moi expliquer précisément ce qui s'est produit, ce que cela signifie et pourquoi cela représente quelque chose qu'on n'avait pas vu dans cette République depuis les jours les plus sombres de l'ère du Vietnam. Le sauvetage de 2 pilotes de F-15 abattus au-dessus du territoire iranien, une opération qui se serait déroulée sur environ 24 heures entre les 17 et 18 avril, a été, selon tous les récits qui ont émergé depuis, un véritable test de compétence et de sang-froid pour l'armée américaine. 2 aviateurs américains se trouvaient en territoire hostile. Leur appareil avait été abattu. Le temps pressait et durant ces heures critiques, pendant que l'extraction était planifiée et exécutée, la haute direction militaire des États-Unis a pris une décision extraordinaire. Elle a gardé le président des États-Unis hors de la salle, elle lui a donné des informations limitées et contrôlées, elle lui a, en somme, dit de rester à l'écart et de laisser les professionnels faire leur travail. Quand la chaîne de commandement commence à traiter le commandant en chef comme un risque de fuite doté d'un titre, ce n'est pas seulement l'uniforme qui est mis à l'épreuve. Cela a été rapporté par le Wall Street Journal, non pas par un média étranger ayant un intérêt évident à humilier le leadership américain, non pas par un blog partisan, mais par l'un des journaux les plus rigoureusement sourcés du pays. Selon les responsables cités dans ce reportage, la décision a été motivée par ce qu'ils ont décrit comme un comportement erratique et impatient de la part du président lui-même, un comportement qui s'était manifesté par des heures de cris adressées à ses hauts conseillers et à ses généraux lorsqu'il a appris l'abattage de l'appareil. La crainte était explicite et grave que Donald Trump, dans son agitation, publie quelque chose sur sa plateforme de médias sociaux avant la fin de l'opération, compromettant ainsi le secret de l'extraction et mettant potentiellement en danger la vie des soldats. Il est difficile de projeter la dissuasion à l'étranger lorsque la principale inquiétude intérieure est de savoir si le briefing survivra à la prochaine impulsion sur les médias sociaux. Ce point exige une réflexion sérieuse. Le président des États-Unis ne pouvait pas être jugé digne de confiance avec des détails opérationnels classifiés d'une mission de sauvetage militaire en cours. Non pas à cause d'une loi, non pas à cause d'une incapacité formelle, mais parce que les hommes qui dirigeaient l'opération craignaient qu'il ne le tweete. C'est à cette évaluation que ses propres généraux sont parvenus en temps réel avec des vies en jeu et ils ont agi en conséquence. La doctrine de sécurité nationale apparemment a dû être révisée. On est passé du besoin de savoir au besoin de tenir à l'écart. Ce que j'ai constaté en lisant ces récits n'était pas simplement un problème de gestion ou un conflit de personnalité. Ce que j'ai constaté, c'était l'effondrement conceptuel complet de ce que les théoriciens militaires appellent la structure de commandement, la chaîne d'autorité qui part du commandant en chef, descend à travers les Joint Chiefs, passe par les commandements combattants et se rend jusqu'au terrain. Cette structure repose absolument et sans exception sur la confiance. Les soldats sur le terrain doivent avoir confiance que les ordres qui descendent sont cohérents et légaux. Les généraux doivent avoir confiance que le commandant en chef exercera un jugement qui est au minimum rationnel et au maximum stratégiquement solide. Quand cette confiance s'évapore, quand les généraux regardent l'homme au sommet et concluent que sa présence dans la salle de crise est un handicap plutôt qu'un atout, toute l'architecture du contrôle civil sur l'armée commence à se fissurer de manière véritablement dangereuse. Aucune république ne se porte bien lorsque le protocole de crise commence à ressembler à un plan de limitation des dégâts pour le podium plutôt qu'à un plan de commandement pour la mission. Et je dis dangereux, non pas comme une épithète partisane, je le dis comme une observation constitutionnelle. Les pères fondateurs ont placé le contrôle civil de l'armée au centre de leur conception pour de très bonnes raisons. Ils avaient lu l'histoire. Ils savaient ce qui arrivait aux républiques lorsque l'armée commençait à fonctionner en dehors de la direction du pouvoir élu. Ils savaient aussi, et c'est la partie que tant de commentaires ignorent commodément,
que le système ne fonctionne que lorsque le civil au sommet est capable d'exercer cette autorité de manière responsable. Il présumait, comme Madison le présumait, que la République produirait des dirigeants d'une gravité et d'une autodiscipline suffisante pour porter le poids de la fonction. Ce qui se passe lorsque cette hypothèse échoue est précisément ce que nous observons maintenant. La Constitution a été écrite pour l'ambition, pas pour une urgence permanente générée par l'homme qui tient le micro. Le président a appris l'abattage de l'appareil et, selon tous les récits crédibles, a passé des heures à hurler sur ses généraux. Il était obsédé, selon ces mêmes rapports, par la peur de devenir un autre Jimmy Carter, hanté par le souvenir de la crise des otages de 1980 qui a défini la présidence de Carter et lui a coûté sa réélection. Il aurait crié à plusieurs reprises qu'il ne serait pas le nouveau Jimmy Carter. Il a réprimandé les hommes responsables de l'opération, il les a insultés, il a exigé une action selon un échéancier qui n'avait rien à voir avec la réalité opérationnelle et tout à voir avec sa propre anxiété politique. Et lorsque les généraux ont eu leur compte de tout cela, ils ont pris leur décision. Ils lui ont montré la porte. Le commandant en chef des forces armées des États-Unis est resté à l'extérieur de la salle de crise pendant que son armée menait une opération de combat active sans lui. Il y a une absurdité sombre à devoir gérer une mission de sauvetage tout en gérant en parallèle une panique présidentielle liée à l'image de marque. Je me surprends à revenir dans des moments comme celui-ci, aux mots des hommes qui ont bâti cette République. Alexander Hamilton, dans le Fédéraliste numéro 70, soutenait que l'énergie dans l'exécutif est essentielle à un bon gouvernement. Mais il parlait d'une énergie guidée par le jugement, par ce qu'il appelait la décision, l'activité, le secret et la célérité. Ce à quoi nous assistons n'est pas une énergie de cette nature. Ce à quoi nous assistons, c'est à une volatilité prise pour de la force, à l'impulsivité prise pour de la détermination et à une profonde absence des qualités de tempérament que la fonction exige. Il y a une différence entre l'énergie de l'exécutif et un orage de conférences de presse qui prend le volume pour de l'art d'État. L'exclusion de Trump de la salle de crise n'était pas, comme certains de ses partisans l'affirmeront sûrement, un acte de mutinerie commis par des généraux hors de contrôle ayant un agenda politique. C'était, à sa manière, un acte d'autopréservation institutionnelle, la reconnaissance par de hauts professionnels militaires que l'homme désigné constitutionnellement pour les diriger était, à ce moment-là, incapable de le faire sans causer de tort. C'est un jugement dévastateur, peu importe vos convictions politiques, il faut le traiter comme tel. Le réflexe habituel consistant à crier au complot devient plus difficile à jouer quand le prétendu complot n'est rien d'autre que des adultes essayant de garder une mission en vie. Maintenant, considérez ce qui a suivi. Le 19 avril, Trump a publié publiquement sur sa plateforme de médias sociaux que les États-Unis détruiraient tous les ponts et toutes les centrales électriques en Iran si ces conditions n'étaient pas acceptées. Il a déclaré publiquement que l'ère de la gentillesse était terminée, en mettant de côté un instant l'incohérence stratégique qu'il y a à annoncer à l'adversaire vos intentions militaires à l'avance sur une plateforme de médias sociaux, considérez la dimension juridique de ce qu'il menaçait de faire. Le ciblage délibéré d'infrastructures civiles centrales électriques, ponts, réseaux d'eau, lorsque cette infrastructure n'est pas activement utilisée à des fins militaires, constitue un crime de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le Statut de Rome, ce qui est une conversation pour un autre jour, mais le cadre juridique existe et la communauté internationale l'appliquera, que les États-Unis l'aient ratifié ou non. On pourrait croire que la première règle de la planification militaire consiste à ne pas publier le menu des menaces comme une bande-annonce de campagne, mais cette leçon se heurte sans cesse aux habitudes de mise en scène du trumpisme. La frappe d'ouverture de ce conflit, si je comprends bien les reportages, a consisté en une frappe de missiles Tomahawk sur ce qui s'est avéré être une école primaire en territoire iranien, causant la mort de plus de 170 enfants et enseignants. Il n'y avait aucune force iranienne dans cette école. Il n'y avait que des enfants en train de recevoir une éducation. Peu importe les justifications avancées, peu importe le cadrage adopté, viser une école remplie d'enfants n'est pas une opération militaire. C'est un crime de guerre selon toute définition ayant atteint un consensus juridique international. Et l'homme qui a ordonné cela menace maintenant publiquement d'étendre ses attaques à l'ensemble de l'infrastructure civile d'un pays entier. L'instinct propagandiste peut bien essayer d'enrober cela dans le langage de la fermeté. Aucun coup de menton ne transforme une école en champ de bataille. L'Iran a réagi en fermant le détroit d'Ormuz et a formellement qualifié le blocus naval américain de le détroit d'Ormuz représente l'une des voies maritimes les plus stratégiquement importantes de la
planète. Environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite. La fermeture de ce détroit, maintenue sur une période un tant soit peu significative, aurait des conséquences économiques qui dépasseraient de loin tout ce qui a été causé par les conflits tarifaires qui occupent le cycle médiatique intérieur. Les marchés ont tendance à réagir très mal lorsque la grandiloquence commence à se faire passer pour une stratégie maritime. Pendant ce temps, les négociations qui étaient censées se dérouler à Islamabad ont révélé, jour après jour, un niveau de désordre interne au sein du gouvernement américain qui est véritablement difficile à assimiler. Le président a annoncé le 19 avril que le vice-président Vance ne participerait pas aux négociations du lundi au Pakistan, invoquant des raisons de sécurité. Le même matin, le secrétaire à l'énergie a affirmé que Vance dirigerait effectivement la délégation. Vance, a-t-on appris, était déjà en route. Le président ne savait pas si son propre vice-président participait aux pourparlers diplomatiques de sa propre administration. Ce n'est pas une panne de communication. C'est l'échec systémique d'un gouvernement dans lequel la personne nominalement au centre a été, en pratique, exclue des décisions prises autour d'elle. À un certain stade, les efforts du service de presse pour donner le change commencent à ressembler moins à de la coordination qu'à plusieurs factions essayant de devancer la prochaine bourde présidentielle. Les conditions de l'Iran pour tout accord véritablement significatif sont restées constantes et claires. Ils veulent la fin du blocus naval, ils veulent la fin des menaces militaires. Ils veulent le respect d'un cadre en 10 points que l'administration Trump elle-même aurait accepté environ 10 jours plus tôt avant de changer de cap et de renier ces termes. Trump a déclaré publiquement que l'Iran avait accepté de remettre son uranium enrichi. L'Iran l'a nié le jour même. Trump a déclaré que l'Iran avait accepté de transférer son matériel nucléaire aux États-Unis. L'Iran l'a nié également. Selon mon propre décompte des faussetés documentées produites par cette administration, le rythme des déclarations publiques factuellement fausses venant du président approche les 100 par jour. C'est pas un excès rhétorique de ma part, c'est le dossier documenté. La diplomatie ne peut pas fonctionner très longtemps lorsque chaque annonce arrive avec la durée de vie d'un slogan de campagne et la solidité factuelle d'un champ de rassemblement. Et voici ce qui rend le tableau stratégique particulièrement troublant. L'Iran ne négocie pas en position de faiblesse. Malgré des semaines de frappes militaires américaines, des évaluations du renseignement iranien, y compris celles qui ont fuité au sein même du gouvernement américain, indiquent que l'Iran conserve entre 40 et 50% de son inventaire de missiles balistiques, de sa capacité de drones et de son infrastructure de lanceurs. Plus important encore, l'Iran a exploité la période de cessez-le-feu avec une discipline considérable. Alors que des responsables américains se félicitaient de la pause dans les combats, l'Iran a utilisé cette fenêtre pour se réarmer et se repositionner en acceptant des approvisionnements de la Russie et de la Chine. Les installations souterraines que l'Iran a construites sous des chaînes montagneuses de granit, des villes en quelque sorte taillées dans la roche solide, sont hors d'atteinte des munitions américaines parce que le renseignement américain ne sait même pas avec précision où elles se trouvent toutes. Les discours de victoire prononcés avant la réalité finissent toujours par se heurter à la géographie, à l'ingénierie et à la capacité réelle de l'adversaire. Cela m'amène à la contradiction la plus flagrante de la posture américaine actuelle. Alors que l'administration Trump menace publiquement de détruire l'Iran, elle a en même temps prolongé des exemptions de sanctions sur le pétrole russe jusqu'au 6 mai. La Russie est le principal soutien militaire de l'Iran. La Russie fournit à l'Iran des missiles de croisière. La Russie n'est pas un allié des États-Unis, et pourtant l'administration qui prétend exercer une pression maximale sur l'Iran accorde en même temps un allègement de sanctions aux pays qui arment l'Iran. L'explication officielle voulant que l'exemption vise à maintenir les prix de l'essence à un niveau supportable sur le marché intérieur ne résiste pas à l'examen, parce que la Russie elle-même a restreint ses exportations de pétrole vers les pays occidentaux, non par nécessité, mais comme signal géopolitique délibéré. Trump ne gère pas une politique étrangère cohérente, il gère ses peurs. Il craint de provoquer la Russie. Il craint les conséquences politiques intérieures d'une hausse des prix de l'énergie. Il craint d'être comparé à Jimmy Carter. Et toutes ces peurs conduisent des décisions qui sont stratégiquement incohérentes et constitutionnellement alarmantes. La pression maximale dans cette version semble vouloir dire un maximum de slogans enveloppant un minimum de cohérence. Ce à quoi nous assistons, pris dans son ensemble, est quelque chose qui, à mon avis, ne s'était pas vu dans la vie politique américaine depuis les dernières années agonisantes de la guerre du Vietnam, une période où la crédibilité de la présidence, la cohérence du commandement militaire
et la légitimité de base de la prise de décision stratégique américaine se sont effondrés simultanément. Un président marginalisé par ses propres généraux pendant une opération de combat active, ce n'est pas une note de bas de page, ce n'est pas une anecdote colorée pour de futurs historiens, c'est une fissure dans la chaîne de commandement de l'institution militaire la plus puissante de l'histoire humaine. Et les fissures de cette nature ne se réparent pas d'elles-mêmes, elles s'élargissent. Les institutions peuvent survivre à des frictions. Ce qu'elles ne peuvent pas supporter indéfiniment, c'est un style de leadership qui traite chaque urgence comme un exercice d'image de marque. Les questions qui découlent de ce que nous savons maintenant ne sont pas confortables, mais elles sont inévitables. Si la haute direction militaire des États-Unis a exclu le président de la salle de crise pendant une opération en direct, qu'est-ce qui empêcherait qu'on la convoque devant le Congrès pour témoigner sur les raisons de cette décision? Qu'a-t-il dit? Quels ordres a-t-il tenté de donner? Ces ordres ont-ils mis des vies américaines en danger? Voilà précisément les questions auxquelles la surveillance du Congrès a été conçue pour répondre. Et il y a déjà des membres du Congrès qui les posent. La surveillance existe précisément pour des moments comme celui-ci, quand le récit officiel commence à sonner moins comme de la clarté que comme une tentative fébrile d'agrafer de la discipline sur le chaos. Les fissures que je décris ne se limitent pas à la relation militaire. L'administration Trump est simultanément en tension ouverte avec le Congrès des États-Unis, avec l'OTAN, avec le Vatican, avec la Chine, avec l'architecture plus large de l'ordre international que les États-Unis eux-mêmes ont bâti sur la plus grande partie d'un siècle. Si vous me demandez de nommer une relation institutionnelle importante que cette administration a renforcée plutôt que tendue, je ne peux pas en produire une facilement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le frottement ordinaire d'une époque politique conflictuelle. C'est un effondrement institutionnel en temps réel et cela mérite d'être nommé comme tel. On ne peut pas vendre éternellement la rupture comme de la force avant que la facture n'arrive dans chaque institution qui en subit les effets. Le cessez-le-feu qui aurait été établi au début d'avril arrive à son terme. Lorsqu'il prendra fin, la probabilité d'un retour aux hostilités actives est, à mon jugement, plus élevée que celle d'une résolution diplomatique durable. Je n'en tire aucune satisfaction. Je préférerais me tromper, mais la voie diplomatique n'a produit aucun engagement contraignant sur les enjeux centraux. Le programme nucléaire iranien, le détroit d'Ormuz, le soutien iranien aux forces par procuration dans toute la région. Aucune de ces questions n'a été réglée. Toutes demeurent aussi vives qu'avant le tir du premier missile. L'écart entre la certitude du podium et la réalité du terrain demeure l'une des caractéristiques majeures de toute cette approche. Ce qu'il me reste, après avoir examiné tout cela aussi soigneusement que je le peux, c'est la conviction que la République américaine est mise à l'épreuve d'une manière qui dépasse les épreuves ordinaires du désaccord politique ou du conflit partisan. Les mécanismes de l'autogouvernement, la séparation des pouvoirs, le principe du contrôle civil sur l'armée, l'obligation de rendre des comptes de l'exécutif devant la loi, l'exigence fondamentale qu'un président soit capable de s'acquitter des devoirs de sa charge, tout cela subit une pression simultanée. Et cette pression ne vient pas de l'extérieur. Elle est générée de l'intérieur par le comportement de l'homme qui occupe la fonction. Une république peut survivre plus facilement à des ennemis extérieurs qu'à une manière de gouverner qui confond le spectacle permanent avec le commandement. J'ai passé ma carrière à soutenir que la santé de la République américaine dépend d'une compréhension lucide de l'histoire, du respect des limites constitutionnelles et des principes durables d'une société libre. Ce que je regarde en ce moment, c'est ce qui arrive quand ces principes ne sont pas simplement ignorés, mais activement inversés. Quand la force est confondue avec la volatilité, quand la transparence est confondue avec l'indiscrétion et quand le leadership est confondu avec la performance du leadership. La République a déjà survécu à de graves épreuves. Je crois qu'elle peut survivre à celle-ci, mais survivre n'est pas la même chose que s'épanouir. Et le coût de ce que nous vivons actuellement se comptera pendant des années à venir. Et voilà la taxe silencieuse de la politique trumpiste. Ce sont toujours les autres qui se retrouvent à nettoyer l'écart entre la mise en scène du contrôle et la réalité de son absence.